Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on reprend, doucement mais sûrement. J'espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu es bien reposé, parce que là, on redémarre, mais avec du lourd. Aujourd'hui, on va réagir à cette catastrophe que je n'aurais jamais cru entendre un jour dans toute ma vie. On va parler du discours de Houria Boutelja qui illustre parfaitement contre lequel nous, ex-musulmanes et ex-musulmans, on se bat. La pression religieuse, le contrôle communautaire et comment elle le romantise. Et je vous invite vraiment à rester concentrés parce que là, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, merci à Roro qui a partagé justement le post avec la retranscription justement du discours. Et du coup, on va écouter tout de suite. Donc la pression, voilà un mot important. Ma mère me met la pression. Mon père me met la pression. Les musulmans mettent la pression. Et c'est tout à fait vrai. Quand je vivais dans mon quartier, je vivais sous la pression. On était tous sous contrôle, garçons et filles, même si le niveau de pression sur les filles était supérieur. On traquait les traîtres. Oh là là, que c'est étonnant. Je croyais que les femmes étaient traitées comme des reines. On me traquait, mais je traquais aussi. Ceux qui, par exemple, ne faisaient pas le ramadan, ou les filles qui voulaient trop vivre à l'occidental et mettre des mini-jupes. Je confirme totalement. J'ai subi justement cette oppression de cette communauté lors d'un ramadan et à ce moment-là, j'étais plus du tout musulmane et je buvais un café pendant un live. Ils voyaient juste ma gueule, voilà, de maghrébine, voilà, pour m'insulter. T'as pas honte, tes parents, l'islam, etc. Donc oui, ça existe. Merci Ouria, au moins de reconnaître ça. On les traquait. Celles qui fumaient avaient intérêt à se cacher, et pareil pour ceux qui ne faisaient pas le ramadan. La respectabilité devait se mériter et la pratique de l'islam était un critère de jugement pour savoir à qui nous appartenions. Plutôt à la France ou plutôt à la communauté. Mais quand arrive le mois de ramadan, on se reconnaît sur le pavé et on s'observe. Donc là, en fait, elle décrit juste une réalité dans les quartiers où la pratique religieuse est un passeport pour être légitime, pour exister, pour te valider. Et si tu sors justement de ce cadre religieux, ça y est, t'es grillé. T'es vu comme un traître, comme quelqu'un qui ne veut plus appartenir à cette communauté. Et là, je suis désolée, je ne peux que ressortir les textes, c'est-à-dire le hadith qui dit que celui qui se sépare des musulmans, donc de la communauté, et de l'islam, il faut le tuer. Cette pensée, en fait, elle ne vient pas de nulle part. Le fait d'analyser qui est encore religieux et qui ne l'est pas. Du jour au lendemain, on ne fait plus une pratique, il faut l'exécuter. Non, heureusement, on a les lois humaines sur lesquelles elle crache apparemment, parce que le modèle blanc, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce n'est pas le modèle bédouin qui a établi justement les droits de l'homme. Hein. Eh bien, heureusement, cette sanction n'est pas appliquée en France. Merci, les lois humaines. Par contre, et là, elle reconnaît que la pression communautaire et même religieuse existe bel et bien. Et c'est pire lorsque tu es dans cette atmosphère de surveillance. Tu es constamment fliqué. Tu dois être constamment dans l'adaptation, c'est-à-dire la façon de comment tu t'habilles. Et en fonction de comment tu t'habilles, on va te définir en tant que tel ou tel. Si tu as un accoutrement trop occidentalisé, là tu fais ta gaouria, tu fais ta française, voilà, tu veux plaire aux blancs, etc., etc. Il faut juste aller voir sur TikTok par exemple, ouais, tu fais ta blanche. Mais vraiment des remarques de débiles, vraiment. Et c'est ça en fait qui nourrit le racisme de base, c'est abject. Peu importe si c'est le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, anti-arabe, anti tout ce que vous voulez. Le racisme, c'est de la merde. Mais ce qui est encore plus abject, c'est de devoir accepter un certain racisme, c'est-à-dire il y a des racismes légitimes et il y a des racismes qu'il faut condamner. Non, non, non. Racisme, ça reste de la merde. Voilà. Donc dire à quelqu'un, ouais, tu t'habilles de telle façon, donc tu veux faire ta machin, tu veux faire ta blanche par exemple, parce que là on est clairement dans le truc du faut pas s'occidentaliser, faut rester dans la communauté, faut rester dans la bulle, justement, religieuse, communautaire, islamique, maghrébin, arabe. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et si tu t'écartes, t'es un gros traître, t'es une grosse traîtresse. On en est là, en 2025. Et tout ça, ça sort de la bouche d'une femme qui se revendique musulmane, indigéniste,
Je sais même pas c'est quoi ce truc. Et je m'en fous. Et d'autant plus, qui ne porte pas le voile et qui dit ça à côté d'un imam et pas n'importe où en France. Là où il y a la liberté d'expression. Le niveau de culot, il est incroyable. C'est sûr qu'elle vit en totale dissonance. Je crois que toute sa vie, c'est de la dissonance. Mais là, on est à un niveau de dissonance, j'ai jamais vu ça. Servent. On se jette des regards suspicieux. Est-ce qu'il ou elle fait le ramadan? En d'autres termes, est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est devenu un gouer? Et ça, c'est islamique. Elle sort pas ça de sa tête. C'est qui ceux-là qu'on qualifie de traîtres? Quand tu sors de l'islam, quand tu te sépares de la communauté. Et elle est en plein dedans. Elle nourrit ça. Elle valorise ça, cette pression communautaire. Est-ce qu'il est passé de l'autre côté? Je vous le dis comme je le pense. Je n'envie pas les Blancs devenus individus qui nous regardaient, moi et la copine, comme des bêtes curieuses. Oui, on a compris que tu supportais pas les Blancs. On reconnaît totalement le discours mélanchoniste. Je ne crains qu'une chose, c'est qu'il n'y ait plus d'indigènes pour me regarder, moi et la copine, comme des bêtes curieuses. En fait, je les plains. Parce que moi, je ne crains qu'une chose, c'est le jour où cette copine dira à son père « Je fume et je t'emmerde ». Je ne crains qu'une chose, c'est qu'il n'y a qu'en France que tu peux dire ça. Juste à côté d'un imam. Déjà, t'aurais jamais eu la parole, le droit de prendre la parole. C'est admettons, je sais pas, t'aurais eu l'occasion de dire ça, mais retourne dans ta cuisine apprendre à faire le couscous. Voilà ce qu'on t'aurait dit. Il n'y ait plus d'indigènes pour me regarder de travers si je sors dans la rue. Ce que je crains le plus, c'est de ne plus appartenir à cet inconnu que je croise et avec qui je n'ai en commun que de venir de l'autre flanc de la Méditerranée, de l'autre flanc de l'histoire coloniale, et avec lequel j'ai l'islam en partage, qu'il n'ait plus aucun pouvoir sur moi. Ce que je crains... Elle craint, en gros, qu'elle ne puisse plus subir de pression de la part de sa propre communauté. Mais qui dit ça? Mais putain, mais qui dit ça? Qui pense comme ça? Sérieusement, il faut avoir un grain dans le crâne pour dire des inepties pareilles. En gros, j'aime bien me faire maltraiter par ma communauté. J'aime bien me faire insulter de grosses mais j'ai peur de ne plus me faire maltraiter par ma propre communauté. Pitié fait que ce jour n'arrive jamais. C'est ça? On est à un niveau d'absurdité, de conneries. Le pire, c'est ce que je crains plutôt, moi, c'est qu'il y ait des jeunes filles qui écoutent et qui suivent cette folle dingue. Si tu veux subir de la pression de ta propre communauté, vis-la toi toute seule avec toi-même. Pourquoi t'incites les gens avec ton discours oui, machin, oui, oh là là, j'ai peur de ne plus subir la pression de ma propre communauté. Je n'arrive pas à comprendre comment en France, aujourd'hui en 2025, encore en 2025, que ce genre de personnes avec ce genre de discours raciste ait encore le droit à la parole. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de condamnation. Là, on est face à des propos complètement discriminatoires vis-à-vis des Blancs. Et moi, je refuse d'entendre ça en 2025. Je suis d'accord, liberté d'expression, vas-y. Mais abusez pas. Abuse pas, ma sœur. Abuse pas avec des conneries pareilles. Bref. C'est qu'il n'y ait plus de voisines qui obligent les enfants à tirer la langue pour savoir s'ils ont fait le ramadan ou pas. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ouais, c'est bien en fait de foutre la pression sur des enfants, sur des gosses. Bah oui, parce que c'est dès le jeune âge qu'il faut embrigader et d'endoctriner des jeunes cerveaux pour que plus tard le fait de se soumettre à sa communauté devienne acceptable et tout à fait normal. Et comme ça, justement se séparer de la communauté devient angoissant, stressant, vivre dans la peur d'être jugé, observé par sa propre communauté. Voilà, on est clairement dans des idées venant d'une idéologie fasciste. Et merci. C'est pour ça que d'un autre côté, il est important de laisser parler ce genre de personnes et de valider notre combat à nous, les ex-musulmans. Est-ce que vous comprenez maintenant ce pourquoi on se bat? Justement pour que on arrête avec cette idée que l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Non, pas du tout. Justement. Mais aussi
pour que les gens qui ne subissent plus cette pression communautaire. Et je suis très contente et je remercie encore Roro pour cette séquence qui justement valide notre combat. Merci Ouria, mais vraiment merci. Ce que je crains, c'est ce nouveau combat républicain qui consiste à criminaliser ces femmes et ces hommes qui font la police auprès de leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas. On est totalement dans l'inversion des valeurs. Depuis quand c'est bien de maltraiter psychologiquement des enfants? Et pas que psychologiquement. Parce qu'en islam, je répète, il est tout à fait halal, légitime de frapper son enfant s'il ne fait pas la prière. Je crois que c'est à partir de 7 ans, 10 ans, il me semble. Donc ça, par exemple, l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans l'éducation des parents pour pouvoir condamner ses parents sur le fait de maltraiter un enfant. Sur ça? Mais ça va pas. Tu es une malade. Pour moi, ça y est. Hein. Fiou. Dans ta tête, c'est... Donc il faudrait laisser des parents martyriser, maltraiter des enfants, d'endoctriner des enfants avec des idées issues d'une religion fasciste. Je réitère, oui, j'insiste. Oui, l'islam est fasciste. Il te met dans une case et une fois que tu es dans cette case, tu n'as plus le droit d'en sortir. Et ça, c'est pas normal. Si on parle de liberté individuelle, toi d'ailleurs qui jouis de cette liberté individuelle, en tant que femme, hein, tu espères vivre dans une société où ta propre communauté t'oppresse. J'en ai marre, putain, c'est pas possible. Bon, on repart parce que... Qu'une chose, transmettre pour nous remplir, transmettre pour faire de nous des humains avec une âme, transmettre pour ne pas nous dissoudre dans une culture égoïste, individualiste, non partageuse. Transmettre pour garder vivante la mémoire des ancêtres. J'aime beaucoup l'idée, en effet, de ne pas m'appartenir. J'aime beaucoup l'idée que nous nous appartenons les uns les autres. J'aime beaucoup l'idée que malgré tout ce qui a été fait pour nous séparer, nous sommes endettés les uns vis-à-vis des autres. Elle aime bien l'idée de ne pas s'appartenir. C'est très vague, hein, mais on comprend. C'est-à-dire que sa propre liberté, elle est prête à la sacrifier au profit de la communauté. Encore une fois, on est pile poil dans l'islam. C'est-à-dire que le corps de la femme en islam n'appartient pas à la femme, aucunement. Et c'est la communauté qui décide de ton corps. Il ne t'appartient jamais, il appartient toujours à l'autorité de la famille, qui est un homme, un oncle, un frère, un cousin. Mais il ne t'appartient jamais. Il ne manquerait plus qu'elle dise ah bah si je me fais je ne devrais pas porter plainte, parce que c'est condamner un homme de ma propre communauté. D'ailleurs, en parlant des Blancs, toujours dans votre livre, vous expliquez à une autre page 30 en l'occurrence, je ne vais pas citer toutes les pages, mais mes citations sont exactes. « Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant », vous parlez des Blancs, « vous ne le méritez pas ». Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. Témoignage cité dans votre livre d'une victime noire. « Je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger ». Votre commentaire. Les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Les femmes noires et les femmes arabes qui nous regardent apprécieront. Voilà le genre de personnes issues de la gauche qui vit dans un pays occidental et qui se permet de dire tout ça. Je sais pas c'est quoi son projet. Elle veut vivre dans une société basée sur des lois du 7e siècle. Parce que là, c'est-à-dire que Charles, tes cheveux, à l'air, t'es pas trop dans la cohérence en fait. Tu dis que tu ne t'appartiens pas, alors que ce que je vois là, c'est une femme qui a décidé de ne pas porter le voile, malgré que ce soit une obligation en islam, et que la communauté condamne justement cette idée de ne pas porter le voile. Et oui, en islam, c'est une obligation. Donc l'accoutrement de Ouria Boutelja, alors soit elle ment, ce discours philosophique, je sais pas quoi, ne vaut rien, soit elle est complètement en dissonance totale, parce qu'en même temps, elle rejette une des règles de l'islam qui est pour une femme de se couvrir les cheveux, d'accord ? Et en même temps,
Elle crache sur la société où justement les lois lui donnent cette liberté de choix de ne pas se courir les cheveux. En islam, t'as pas le choix. Il n'y a pas de oui, non, mais tu es libre de te soumettre ou non en fait à l'islam. Non, non, t'es soumise de base. En tant que naqisatu aql wa din, tu es soumise par défaut, que tu le veuilles ou non. Et donc cette incohérence, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ce personnage, ni son combat, parce qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. D'ailleurs, c'est ce que Allah dit dans le Coran, la hijra, de retourner en Algérie et de vivre pleinement ta soumission vis-à-vis de la communauté. Arrête de faire croire que c'est quelque chose de bien, parce que oui, je parle spécifiquement des femmes qui sont, elles, soumises par défaut dans cette religion. C'est elles qui en pâtissent le plus dans cette religion, dans cette idéologie, dans cette communauté, où elle n'a pas d'autre choix que de se voiler si elle veut être perçue comme quelqu'un de bien et d'acceptable moralement dans le quartier. Autrement, c'est une grosse qahba. Faut qu'on dise les termes. Donc, Ouria, pour la cohérence, on repassera. Tout ce qui a été fait pour nous séparer, nous sommes endettés les uns vis-à-vis des autres. J'aime beaucoup l'idée que dans un... Endettés par rapport à quoi? Qu'est-ce que les gens ont à se devoir les uns les autres? Je comprends pas. C'est quoi cette dette? Quel est ce devoir vis-à-vis des autres? Je comprends pas. Moi, j'ai rien à devoir à personne et les gens n'ont rien à me devoir. D'ailleurs, la plupart des musulmans migrent justement vers des sociétés où ils n'ont rien à devoir aux gens. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre pleinement leur liberté, leur individualisme, que toi tu rejettes tant, que tu continues justement à jouir de cet individualisme, même si tu veux faire croire que tu rejettes. Non mais je supporte pas cette hypocrisie, ce mensonge, cette façon de vouloir faire la grande philosophe du 21e siècle, alors que... Oh bordel, c'est pas possible. Un monde carnassier, exploiteur, exterminateur, mon corps appartient à ma communauté. Car s'il... Voilà. Quoi? Comment ça? Mais meuf, si t'as des fantasmes, fais comme Marlène Schiappa. Tu vois, elle a fait partie du gouvernement. Écris un livre érotique vis-à-vis de ta communauté, je sais pas. Mais arrête de nous casser les clés avec tes fantasmes. Arrête de faire rentrer dans la tête des femmes, des jeunes de ta communauté des idées absurdes et qui mèneront à des atrocités. Ou sinon, retourne au bled. Ou encore une fois, écris un livre érotique où justement tu vas décrire tous tes fantasmes vis-à-vis de ta propre communauté. Ton corps, je sais pas si c'est la crise de la cinquantaine ou... Je sais pas. Mais là, on a affaire à un profil très problématique. Hein. S'il m'appartenait à moi et à moi seul, il est fort à parier que je l'aurais donné à l'État racial intégral. Mais l'État n'en veut pas de ton corps. Mais Ouria, ton corps, l'État n'en veut pas. L'État n'attend de toi que un bon comportement, le comportement d'une citoyenne responsable, de respecter les lois, et c'est tout. Je comprends pas c'est quoi ce truc de parler tout le temps ramener au corps. Que tu veuilles donner ton corps à ta communauté, on s'en fout. L'État n'a que faire de ta soumission. N'a que faire de ton corps. L'État s'en fout de ça. Que je l'aurais donné à l'État racial intégral. Pour autant, la France ne lâche pas l'affaire. Putain, mais il faut vraiment être... Je suis sûre que l'État s'en bat les couilles. Mais l'État s'en bat les couilles d'elle. Je sais pas si t'es né en France ou tu es né en Algérie, mais... Là, tu parles devant un micro, là, tu exprimes tes idées à gorge déployée, juste à côté d'un imam. Putain, bordel de merde. Ouvre les yeux. À quel moment l'État te soumet? Regarde, l'État te permet de dire des conneries. À quel moment l'État s'est approprié ton corps? Toi-même, t'as même pas de voile. Toi-même, tu respectes même pas ta propre religion. C'est toi-même qui rejette une des règles de l'islam. Putain, mais c'est pas possible d'être autant à côté de la plaque. Ah, je m'attendais à un level, mais incroyable, comment les gens, ils vendent le personnage. Je comprends pas comment les gens, ils peuvent être impressionnés par ce genre de personnes. Je comprends pas. Bref. Et le processus d'individualisation est en cours. Par conséquent, tous ceux qui ont l'ambition de devenir de bons musulmans, comme moi, non. Pardon ?
Pardon? Je vais répéter ce que j'ai dit. Toi, t'as l'ambition de devenir une bonne musulmane? Toi? Je vais regarder à quel âge elle a. Je vais regarder. Elle a 52 ans. Est-ce qu'elle a déjà porté le voile? Bon, la shteta, hein, le bout de tissu qu'elle porte comme ça, là, comme moi quand je fais mon ménage, ça, c'est pas le voile. Hein. Mais meuf, t'as 52 ans. Donc, à quel moment? En fait, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On est complètement là-dedans. Choix que de s'engager dans cette lutte qui consiste à précipiter la fin de ce monde. Mais ce monde-là est révolu, il est finito. Basta, wello, bah, comme on dit au bled. Fini, c'est fini, Ouria. Faut avancer dans la vie. Si t'as un espèce de fantasme du passé, de la femme soumise, de la femme, justement, où son corps ne lui appartient pas, tout ça, retourne en Algérie. Retourne au bled. Il y en a plein. Il y a des femmes comme ça, voilà, qui acceptent cette condition. Retourne au bled. Mais ne viens pas nous faire chier en nous imposant cette vision patriarcale du 7e siècle. Faut arrêter avec ça. En fait, ce qu'elle vient de faire, c'est romantiser le contrôle social, l'oppression communautaire. Et l'absence du contrôle communautaire, surtout religieux, égale une perte d'identité. Donc une idée devient une identité. On en est là. Bon là, elle a de la chance. Je suis très fatiguée. Peut-être que je reviendrai sur cette vidéo lors d'un prochain live. Mais là, je suis épuisée. Je vous cache pas que ça m'a plus fatiguée qu'autre chose. Mais je pense que j'ai dit, en tout cas l'essentiel. Bon, je suis sûre, il y a tellement de choses à dire encore sur ce discours. Ce sera peut-être pour un live prochain. Je compte bien évidemment reprendre les lives. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à mettre ton petit like et à partager si tu penses que ça peut parler à une personne. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Vraiment merci pour votre fidélité. Et si vous voulez contribuer à l'évolution de cette chaîne, vous trouverez le lien en description. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.